Bien, donc il est 10h10, 11 minutes. Donc on va commencer. Donc la dernière fois, on s'est arrêté normalement sur les deux derniers slides de cette partie, à savoir donc le slide qui fait la comparaison en fait entre la commutation par message et la commutation par paquet. Et ça, vous avez, j'en parle en fait rapidement parce que vous avez un exercice parmi les exercices que je vous ai envoyés dans le devoir libre, le DL1, premier devoir libre, dans lequel il y a justement un exercice qui vous permet de faire cette comparaison-là. Donc, on va vous donner tout ce qu'il faut donc, comme information pour calculer le temps d'envoi d'un certain nombre de fichiers d'un nœud A vers un nœud B, d'accord, en utilisant dans un premier temps la commutation de messages et dans un deuxième temps la commutation de paquets. D'accord? Et on compare les deux et on va constater bien sûr que la commutation de paquets est beaucoup plus intéressante que la commutation de messages. Et pour cela, donc, vous aurez besoin euh, de temps, en fait, de savoir c'est quoi le temps de transmission. D'accord? Le temps de transmission d'un paquet, d'un nœud vers un autre nœud. Donc là, je vous donne les formules en fait qu'il faut. Peut-être je vais créer une nouvelle diapositive et comme ça on va essayer de le faire euh, ensemble. D'accord? Donc vous avez ici par exemple pour calculer le temps de transmission d'un message. Je pense que vous avez parlé un petit peu de ça au niveau de transmission de données, mais peu importe, je rappelle quand même les formules que vous aurez à utiliser dans cet exercice-là. Alors, pour envoyer un message d'un nœud vers un autre nœud, le temps de transmission, en fait, il englobe plusieurs temps différents. Donc, on va l'appeler peut-être temps de transmission. Je vais diminuer un petit peu la taille de la police. Alors voilà, temps de transmission. Alors le temps de transmission, peut-être je vais... Voilà, c'est ça, temps de transmission. Alors, ça contient le temps d'émission, je vais l'appeler TE par exemple, plus le temps de propagation, je vais l'appeler TPR, plus le temps de traitement, je vais l'appeler TTR. Celui-là, peut-être je vais l'appeler T émission, comme ça, TER. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsque vous envoyez une trame, un message, des données, pour l'instant, on ne va pas insister sur le nom, parce qu'après, on va préciser les noms, parce que trame, c'est pas paquet, c'est pas segment, c'est pas train de bits, etc. Il y a une différence, en fait, entre ces termes-là. Pour l'instant, on va dire l'envoi d'un ensemble de données. D'accord? D'un nœud vers un autre nœud. Alors, ça contient plusieurs temps. D'accord? Vous avez le temps d'émission. Alors, c'est quoi le temps d'émission? C'est en fait le temps qu'il faut pour le nœud pour mettre toute la suite de bits qu'il possède sur le support de transmission. D'accord? Alors, vous avez un nœud
il commence à envoyer, on va dire, une trame, un message. Ce message, c'est quoi? C'est une suite de bits. Parce que là, on parle au niveau physique. Un message, c'est une suite, succession de bits. Il va les mettre un à un sur le support. Le temps qu'il lui faut pour faire ça, c'est quoi? Il dépend de quoi, à votre avis, déjà, ce temps-là? Parce que là, on doit donner, si vous voulez, euh, chaque temps, on doit lui donner sa formule, si vous voulez. Donc, commençons par le temps d'émission. Ce temps-là est égal à combien? Il dépend de quoi d'abord, ce temps-là? Oui, il dépend du débit, effectivement. Et quoi aussi? Et de la longueur du message. Voilà, très bien. Donc, nous avons les deux choses qu'il faut. Donc, en fait, ce temps-là, le temps d'émission, c'est en fait, je peux dire, c'est la longueur, effectivement, euh, du message. Je vais appeler LG, par exemple, longueur de la trame, divisé par le débit du, de, du support de transmission. Je vais l'appeler DE, par exemple. Donc, le temps d'émission, c'est la longueur du message sur le débit de transmission. D'accord? Bien sûr, la longueur du message, il est exprimé en quoi, la taille du message? En bits. Et le débit? En bits par seconde. Voilà. Donc, en fait, si on fait le rapport entre les deux, on va avoir comme unité de T, c'est bien sûr la seconde. Voilà. Donc, ça, c'est le premier temps. Alors, deuxième temps, c'est le temps que nous avons appelé de propagation. Il va dépendre de quoi celui-là? Hein? Il dépend de quoi? Oui, sûr, il dépend du support, mais de quoi exactement? C'est la vitesse. Voilà, c'est la vitesse de propagation sur le support. D'accord? Et ça, c'est une caractéristique d'un support. Une paire torsadée, c'est pas la même chose que la câble coaxial, c'est pas la même chose que la fibre optique, c'est pas la même chose que l'air. Et dans la paire torsadée, il y a plusieurs catégories. Donc, catégorie 1, c'est pas 2, c'est pas 3, c'est pas 5, c'est pas 6, etc. Donc, en fait, ça dépend c'est une caractéristique du support de transmission utilisé. Donc, qui est donc c'est la vitesse. Bien sûr, on ne parle pas de perturbation, on ne parle pas, etc. Ça, c'est des choses externes qu'on peut quantifier après et leur donner leur valeur, parce que ça diffère d'un contexte à un autre. Là, on parle des choses qui sont intrinsèques au support de transmission, donc c'est la vitesse de propagation, ça c'est le premier paramètre. Et c'est quoi le deuxième paramètre? C'est la distance. Voilà, quelqu'un déjà donné avant la question, c'est la distance aussi. Donc le temps de propagation, en fait, c'est, si vous voulez, c'est la distance. Donc la distance divisée par la vitesse. D'accord? C'est la distance divisée par la vitesse, ça c'est le temps de propagation. C'est le temps de propagation d'un bit, par exemple. Si vous prenez un bit, une fois qu'il est posé par un, on va dire, l'émetteur sur le support de transmission, quel est le temps qu'il faut pour ce bit-là pour parcourir tout le support, donc la distance qu'on a de l'émetteur vers le récepteur. D'accord? Pour un seul bit. Et ça sera le même pour les autres bits. Chaque bit, il va faire le même temps. C'est le temps de propagation. C'est le temps de transit sur le support de transmission. Et donc, il dépend de la distance et de la vitesse. Donc ici, on a les unités, c'est le bit et le bit par seconde pour la longueur et le débit. Là, la distance et la vitesse, les unités qui sont utilisées, ça va être quoi? La vitesse, c'est, en général, on la donne en kilomètres par
secondes. Donc, et parfois, il faut faire des conversions. Donc, et la vitesse, en fait, c'est la distance c'est en kilomètres et la vitesse c'est en kilomètres par seconde, ou bien on peut donner la distance en mètres, etc. Peu importe, l'essentiel, c'est que ici c'est en mètres la distance, la vitesse c'est en mètres par seconde ou la kilomètre par seconde, ou la, etc. Mais si on a besoin de conversion, on va faire les conversions nécessaires selon l'exercice, selon le problème qu'on est en train de résoudre. Donc ça, c'est le temps de propagation. Alors, il y a quelqu'un qui me dit, donc, on doit euh, le multiplier par le nombre de bits. Qu'est-ce qu'on doit multiplier par le nombre de bits? Pour le temps de propagation? Non. Pourquoi le multiplier par le nombre de bits? Non. Ça, c'est le temps qu'il faut pour un bit, un seul bit. Ce temps, qui est le nombre de bits, il est inclus dans le temps d'émission. C'est le temps, en fait, c'est là où on fait rentrer la longueur du message. Le temps de propagation, il est indépendant de la taille du message. Il ne dépend que de la distance. Et on va dire la longueur du support et de la vitesse de propagation qui est intrinsèque au support dans des conditions normales. D'accord? Donc là, c'est... alors, le troisième temps, c'est le temps de traitement. Alors, le temps de traitement, par contre, c'est quoi exactement? C'est le temps qu'il faut pour un nœud. Une fois sur un nœud, c'est quoi le temps qu'il faut pour traiter le message avant de commencer l'envoi? D'accord? Et ce temps-là, on n'a pas de formule pour le calculer. Ça va dépendre justement de plusieurs paramètres. Donc la vitesse du processeur, de l'équipement qui récupère le message pour le traiter, de la taille mémoire qu'il possède, du nombre de tâches qu'il est en train de faire en ce moment-là, parce qu'un équipement, il peut recevoir plusieurs messages, il peut envoyer plusieurs messages, etc. Donc, il peut être soit congestionné, c'est-à-dire il a beaucoup de choses à faire en même temps, ou rien à faire à un instant donné. Et donc, c'est pourquoi ce temps-là, soit on lui donne une valeur lorsqu'on est en train de résoudre un problème donné, soit on lui donne une valeur à un instant donné, soit on lui donne une valeur moyenne, selon l'équipement, etc., soit on le néglige. Parfois, pour simplifier les calculs, on le néglige parce qu'on a une formule pour pouvoir le calculer. Donc voilà. Donc si on a à calculer le temps de transmission d'un message d'un nœud vers un autre nœud, voilà donc la formule, c'est le temps d'émission plus le temps de propagation plus le temps de traitement. Alors, SMIET, parfois, ils peuvent changer. L'essentiel, c'est que vous les décrivez et vous leur donnez leur formule qu'il faut pour le calcul, selon bien sûr le problème qu'on est en train de résoudre. Donc voilà, pour justement calculer le temps et faire la comparaison en fait entre les commutations de messages et de paquets. D'accord? Donc là, je ferme ça et je vais ouvrir l'autre fichier. Donc ça, je l'ai rappelé pour vous permettre, si on vous demande, donc il y a un exercice qui vous demande de faire justement une comparaison entre la commutation de messages et la commutation de paquets. D'accord? Alors, après, nous avons parlé du mode connecté et mode non connecté. Ça aussi, on va revenir sur cet aspect par la suite. Et nous avons dit qu'il y a deux services possibles lorsqu'on est en train de faire un échange entre un émetteur et un récepteur. D'accord? Ça peut se faire en mode connecté comme ça peut se faire en mode non connecté. D'accord? Ça dépend du protocole, ça dépend du service, etc. Et bien sûr, on va revenir sur cet aspect-là par la suite, parce qu'on est là sur les généralités. L'essentiel, c'est que j'ai dit l'autre fois, parce que j'ai terminé avec ce slide-là rapidement, que on parle de mode connecté lorsque l'échange
se fait en trois phases. D'accord? Il y a trois phases dans le mode connecté. Je nomme les trois phases. La première phase, c'est quoi? Hein, si vous vous rappelez, dans le mode connecté, l'échange entre un émetteur et un récepteur se fait en trois phases. La première phase, c'est quoi? C'est l'établissement de la connexion. Tout à fait. D'accord? On établit un circuit entre l'émetteur et le récepteur. Un chemin. Un chemin entre celui qui va envoyer et celui qui va recevoir. Parce qu'ils ne sont pas forcément adjacents. On va traverser plusieurs nœuds pour arriver à la destination. Plusieurs réseaux même pour arriver à la destination. Donc, première étape dans le mode connecté, c'est d'établir un chemin ou un circuit. Et ce circuit, ça peut être physique, la commutation du circuit, le téléphone classique, le RTC, ou ça peut être virtuel. Il y a un circuit physique, d'accord? Il y a un chemin, mais ce chemin-là n'est pas dédié à une seule communication et seule connexion. Il peut être partagé par d'autres. Donc, il y a un chemin, mais partagé avec d'autres. Donc, on parle d'un circuit virtuel. D'accord? Donc, première étape, c'est l'établissement de la connexion. Alors, la deuxième étape, c'est l'échange, voilà, des données. C'est le transfert, envoi, réception des données entre les deux. Et la troisième et dernière phase dans le mode connecté, c'est la fermeture de connexion. Alors, pourquoi on ferme les connexions? On établit une connexion, ça peut se comprendre, parce qu'on établit un chemin que les données vont suivre. Après, il y a l'échange de données, on envoie les données qui vont suivre ce chemin-là, qui peut être, comme on a dit, soit physique, soit virtuel. Mais pourquoi, à la fin, on ferme une connexion une fois qu'on a terminé? Hein, c'est en fait la fermeture de connexion, et il a plusieurs intérêts. D'abord, c'est une indication des deux interlocuteurs pour dire qu'on a terminé. Il ne reste plus de données, ce n'est pas la peine d'attendre. D'accord? Deuxièmement, on libère les ressources. Voilà, j'ai vu ce terme-là qui est important. On libère, parce que lorsqu'on établit une connexion, concrètement, établir une connexion, ça revient à faire quoi? Ça revient à réserver des ressources sur les nœuds intermédiaires. Par exemple, quand on établit un chemin entre A et B ici, ça veut dire qu'il y a de la mémoire qui est réservée sur A, de la mémoire qui est réservée sur B, mais aussi sur les nœuds intermédiaires, les commutateurs, les routeurs, etc. Comme ça, lorsqu'on envoie quelque chose, on doit la stocker quelque part ici avant de la retransmettre sur le nœud suivant et ainsi de suite. Donc, il y a du temps processeur qui est réservé. Il y a la bande passante sur le support qui est réservé et il y a de la mémoire qui est réservée sur les différents nœuds. Donc, il y a un certain nombre de ressources qui sont réservées et une fois qu'on termine, il faut libérer ces ressources pour permettre, effectivement, comme un de vos camarades l'a dit auparavant, pour permettre à d'autres, on va dire, interlocuteurs de communiquer. Et pour ne pas saturer donc les nœuds, etc., puisqu'on doit libérer ces ressources-là pour d'autres connexions. D'accord? Donc c'est ça l'intérêt de la fermeture de la connexion à la fin on va dire, de l'échange dans le mode connecté. Donc ça, c'est le mode connecté. Alors, comme exemple de protocole en mode connecté, la commutation de paquets en mode connecté, c'est le protocole X25. X25, c'est un protocole. On va parler, je n'ai pas encore donné de définition précise de ce que c'est qu'un protocole, mais on va la donner par la suite. Un protocole, c'est un ensemble de règles qui permettent à deux entités de communiquer d'une manière correcte. Parce que pour communiquer, il faut des règles. Les règles, mais la communication correcte. Alors, l'exemple que je donne toujours lorsqu'on est en train de faire le cours sur c'est quoi un protocole, justement, lorsqu'on fait le cours, imaginez qu'on fait le cours dans un amphi, hein, malheureusement qu'on ne peut pas faire tout. Non, et
aura l'occasion, Inch'Allah, de le faire après, euh, on établit d'une manière implicite des règles pour pouvoir communiquer, pour faire le cours. Par exemple, moi je commence à parler, je présente le cours. Si quelqu'un a une question, qu'est-ce qu'il fait? Il lève le doigt pour poser sa question. On va lui donner la parole, il va parler. Après, on peut lui répondre, quelqu'un d'autre peut intervenir, etc. Et donc, euh, euh, lorsque moi je parle, les autres se taisent et suivent, par exemple, et si quelqu'un veut parler, il lève le doigt. Mais si, ça, c'est des règles. Si on les applique, on va communiquer correctement. Par contre, par exemple, si quelqu'un peut parler quand il veut, avec qui il veut, etc., dans un amphi je sais pas moi, d'une centaine de personnes, une cinquantaine de personnes, il n'y aura plus de communication. Et donc, c'est pourquoi il faut des règles. Dans une réunion, la même chose, les gens qui discutent dans une réunion, il y a un animateur, par exemple, qui dirige la réunion, c'est lui qui donne la parole aux différents membres. Si quelqu'un veut parler, il demande la parole. Si quelqu'un parle, on doit l'écouter, etc. Vous voyez, ça, c'est des règles qui permettent la communication entre personnes. Alors, c'est la même chose entre machines, entre des équipements. Il faut des règles qui permettent à ces équipements-là de communiquer. Ces règles-là, on les appelle des protocoles. On va les voir en détail, on va donner après des exemples plus concrets. Donc là, vous avez par exemple le protocole X25 qui a été implémenté sur un réseau de transmission de données dans les années fin 70, début 80, etc. Il s'appelait X25. Il a été normalisé. Il fait de la commutation de paquets, la commutation de paquets, en mode connecté. Donc la commutation de paquets, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les messages sont subdivisés sous forme de paquets qui ont une certaine taille maximale à ne pas dépasser. Et le message, il est envoyé paquet par paquet à la réception. Bien sûr, ces paquets sont regroupés, donc sont réassemblés pour reconstituer le message initial. On parle là de la commutation de paquets. Mais aussi en mode connecté. En mode connecté, ça veut dire que ce protocole-là, avant de commencer à envoyer les paquets, qu'est-ce qu'il fait? Il contacte le récepteur pour le prévenir. Tu le vois, là, je voudrais t'envoyer des choses. Donc, c'est que une connexion maintenant, un lien, un circuit, on va dire virtuel, pour le préparer à recevoir les paquets de données. D'accord? Donc là, c'est le mode connecté. Donc, commutation de paquets, mode connecté. Exemple, le protocole X25. Alors, d'abord le mode non connecté. D'abord, je fais le mode connecté. D'abord, le mode non connecté, je vois. Le mode non connecté fait une seule phase. Il y a de la phase, bien sûr, il y a la phase d'échange de données. Dans le mode non connecté, directement, vous voulez envoyer à quelqu'un quelque chose en mode non connecté, vous n'avez pas besoin de l'informer, vous n'avez pas besoin d'établir une connexion. D'accord? Par exemple, à peine l'exemple, les deux exemples les plus courants, vous voulez envoyer à quelqu'un une lettre. اللي كتبغي تصيفط لشي واحد une lettre, اشنو كدير؟ كتكتب لا lettre وكتصيفطها له. لا ما كتعلمو. La même chose pour une lettre électronique, c'est-à-dire un email. Voilà, vous tapez l'adresse voilà, la personne à qui vous voulez envoyer et vous en tapez votre message et puis send, et puis envoyer. D'accord? Le message est envoyé. Non, on ne demande pas de connexion. D'accord? Donc ça, c'est le mode non connecté. D'accord? Donc il n'y a pas de connexion. Bien sûr, il faut préciser l'adresse dans chaque datagramme. Nous avons la datagramme ou la message. Nous avons la paquet. Nous avons la datagramme. Datagramme, c'est un message en mode non connecté. D'accord? On va préciser ça aussi après. Donc, il faut dans chaque message mettre l'adresse. Vous envoyez un mail à quelqu'un. D'accord? Vous devez préciser son adresse. Donc, vous écrivez l'adresse, vous écrivez le mail à cette personne-là. Vous lui dites, on va se réunir demain. D'accord? Et dans la salle, par exemple, de réunion du département. Vous envoyez le message. Alors, vous vous rendez compte que vous avez oublié de préciser, par exemple, l'heure.
شنو كدير vous envoyez un autre mail juste après pour lui dire j'ai oublié l'heure c'est 10h30 par exemple. Alors dans le deuxième message vous êtes obligé aussi de mettre l'adresse. C'est pas parce que un message vient d'être envoyé le deuxième il va le suivre comme ça. Non, il faut préciser l'adresse. Donc dans chaque datagramme, dans chaque message, il faut préciser l'adresse. D'accord? Non, par contre, le mode connecté, une fois qu'on a établi la connexion, les messages ne transportent pas d'adresse. Qui me chauffe le chemin qui a été établi auparavant. D'accord? Chaque paquet de données qui me chauffe avec le chemin qu'on a précisé au départ. Alors que le mode datagramme, non, chaque datagramme est indépendant des autres. C'est-à-dire l'adresse dialogue, etc. Il n'y a pas de libération de connexion. Puisqu'on n'a pas établi de connexion, on ne va rien libérer, donc ça se fait automatiquement. Les datagrammes, bien sûr, ils ne sont pas séquencés, il n'y a pas un ordre. Les paquets, le mode connecté, ils suivent, ils sont ordonnés. Non, ils ne sont pas ordonnés. D'accord? Il a certains deux messages, avec un peu de chance, dire le deuxième, avant le premier. D'accord? Donc, non. Dans le mode connecté, la présence du destinataire est obligatoire. Tu établis une connexion. Je vais t'envoyer des choses. Ça veut dire, oui, il est sur place. Donc, c'est un échange synchrone qui est sur l'autre bout et il y a une communication entre les deux. Alors que le mode non connecté, non. Le destinataire n'est pas censé être connecté. D'accord? Il n'est pas nécessaire. Donc, vous envoyez à quelqu'un un mail, il faudrait qu'on voit connecté ou la non connecté. De toute façon, une fois qu'il va se connecter, son client de messagerie, c'est-à-dire le browser ou l'application de messagerie qu'il utilise, il va consulter sa boîte aux lettres et va lui charger les messages qu'il a reçus en son absence. Donc, la présence du destinataire n'est pas nécessaire. D'accord? Donc, pour comparer, en fait, l'exemple le plus simple pour comparer, pour se rappeler des caractéristiques du mode connecté, mais les caractéristiques du mode non connecté, c'est le téléphone et le mail. D'accord? Quand le mode connecté, il faut toujours le comparer à un appel téléphonique. Le mode non connecté, le comparer avec une lettre ou un mail. Alors, le mode connecté, quand vous voulez appeler quelqu'un par téléphone, vous voulez lui passer un message, vous composez le numéro et vous appuyez sur OK. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est ça, la demande de connexion. Vous voulez établir une connexion avec lui. Et bien sûr, lui, il doit être joignable, disponible. Il l'appel ne va pas aboutir, donc la connexion, donc rien ne va être échangé entre l'appelant et l'appelé. Et s'il est là, qu'est-ce qu'il fait? Il va recevoir une notification de demande de connexion. Les cas sonner de téléphone dialogue, ça veut dire que quelqu'un est en train de demander d'être connecté. Ou bien sûr, lui, il peut soit accepter, soit ne pas accepter. D'accord? Il peut décliner avec la connexion s'il ne veut pas répondre. Voilà, s'il veut répondre, ce qui est normal, donc il va dire OK. Alors au moment où il appuie sur OK, à l'instant il y a eu établissement de la connexion. Le circuit est maintenant complet. L'appelant ou l'appelé l'accepte, donc c'est bon, la connexion. Alors la deuxième phase d'Elhom, c'est qu'il commence à parler. Il y a l'échange de données. Une fois qu'il termine, chacun va raccrocher. Il y a une libération de la connexion pour être prêt à recevoir d'autres connexions, etc. C'est le mode connecté, donc les deux doivent être disponibles à l'instant. La messagerie, l'autre n'est pas censé être sur place. Vous décidez d'envoyer à quelqu'un un mail, vous ne l'informez pas. ما كتعلموش تقول له راه غنصيفط لك ميل، لا تفرشق لك كتكتب le mail، تدير فيه l'adresse كتصيفطو. صيفطي ان اوتر ميل موراه صافي سي بون راه غادي حتى هو خصك دير فيه l'adresse وغتصيفطو etc. هنا le mode connecté le téléphone, on compose le numéro seulement la première fois. Et après, on peut discuter pendant des secondes ou des minutes, carrément des heures. Donc, il n'y a pas de problème. La parole, avec les données qui sont échangées, qui sont de la voix ici,
il suit le même chemin, le même circuit. D'accord? Ou كتوصل ordonné. اللي كتقول له bonjour ça va, راه كتوصلو bonjour ça va, ماشي توصلو ça va عاد bonjour ولا etc. D'accord? Donc, et هاد les paquets اللي كيمشيو la paquet il transporte le nombre de mots qui sont envoyés, ils ne font les adresses à chaque fois parce qu'ils suivent le même chemin. Contrairement, bien sûr, la messagerie. Voilà, donc les deux modes, c'est important de comprendre les deux services, le mode connecté ou le mode non connecté, parce que souvent, on va parler après de protocole et à chaque fois, on va dire c'est un protocole en mode non connecté ou le protocole connecté. Alors, l'exemple le plus connu d'un protocole CLNS, c'est-à-dire Connectionless Network Service, ou là le protocole tout simplement en mode non connecté, c'est le protocole IP, Internet Protocol. On va voir en détail deuxième semestre le cours TCP/IP. C'est le protocole au niveau réseau de l'Internet. L'Internet, il utilise le protocole IP. IP, c'est un protocole niveau 3, niveau réseau, en mode non connecté. D'accord? Le protocole IP, il fonctionne en mode non connecté. D'accord? Il utilise lui aussi la commutation de paquets. Donc, on a deux exemples de protocoles. Le protocole X25, commutation de paquets, ou IP, ça commutation de paquets. Ou les paquets dialogues, on a des datagrammes. Vous voyez, donc datagrammes parce que on fonctionne dans le mode non connecté. Voilà. Bien. Alors maintenant, un petit mot sur la normalisation, de manière générale, et la normalisation des réseaux en particulier. Et en particulier, on va parler du modèle OSI, Open System Interconnection, le modèle de référence dans le domaine des réseaux. D'accord? C'est un modèle à 7 couches, bien sûr, qui a été normalisé pour permettre aux constructeurs, aux concepteurs de protocoles, aux concepteurs de réseaux, etc., de le suivre. Alors, la normalisation. Alors, pourquoi on normalise? D'abord parce que les technologies de communication représentent donc un domaine complexe et en évolution constante. Donc, il y a toujours des changements, il y a une évolution au niveau des protocoles, au niveau des systèmes, au niveau des technologies, au niveau des supports, etc. Et par conséquent, il faut avoir des normes, parce que sinon, on risque de ne plus pouvoir communiquer. Donc, c'est pour avoir une certaine interopérabilité entre les... D'accord? Alors, il y a un besoin donc de se baser sur un modèle. C'est un modèle l'INSPUR. C'est-à-dire les intervenants dans le domaine des réseaux, dans le domaine des communications. D'accord? Il leur faut un modèle à suivre. Parce que sinon, le واحد يدير les bras et on risque de ne plus communiquer. D'accord? بحال هنا des langues, واحد كيهضر بهذه اللغة, واحد كيهضر بهذه اللغة, واحد كيهضر بهذه اللغة, on va pas se comprendre. D'accord? Chacun parle sa langue. On va pas se comprendre tout simplement. Donc, شنو الحل? Il faut avoir une langue universelle avec laquelle on va communiquer. On va dire, on va se mettre d'accord sur cette langue-là. Si vous parlez en interne, parlez ce que vous voulez, votre langue interne, mais lorsque vous voulez parler avec d'autres humains ou là d'autres équipements qui sont externes, alors là, il faut parler dans une langue que les autres comprennent, que tout le monde comprenne. Et donc ça, c'est la normalisation. Il faut se mettre d'accord sur des normes, d'accord, pour pouvoir communiquer correctement avec tout le monde. Donc, besoin de se baser sur un modèle pour plusieurs raisons. D'abord, pour établir des spécifications et des tests. D'accord, lorsqu'on veut faire des tests, etc., il faut se baser sur un modèle.
comparer des solutions équivalentes, on va voir que chaque constructeur propose, on va dire, son architecture de réseau. Il y a beaucoup de constructeurs, IBM, Digital, Cisco, Intel, etc. Il y a eu beaucoup de propositions d'architecture de réseau. Et donc, pour les comparer, il faut les comparer par rapport à une référence. D'accord? Et cette référence, c'est le modèle aussi. Alors, pour aussi simplifier la description d'un système complexe. Un réseau, c'est un système complexe. Il y a les aspects. J'avais parlé de ça au début, lorsque j'avais parlé des prérequis. Pour comprendre le fonctionnement des réseaux, il faut d'abord comprendre un peu d'architecture, parce que ça, c'est des machines qui vont communiquer. Donc, des systèmes d'exploitation, parce que ces machines-là, il leur faut des systèmes pour qu'ils puissent fonctionner. Aussi un peu d'algorithmique, d'accord? D'accord, il faut un peu de connaissances, parce que les protocoles, c'est des programmes, en fait. Donc, vous avez des machines qui communiquent entre elles. Qu'est-ce qui communique réellement? C'est un programme sur une machine qui communique avec un autre programme sur une autre machine. Par exemple, lorsque vous accédez à un serveur web pour télécharger une page ou faire quelque chose, alors il y a un programme sur votre machine qui est ici un client, on l'appelle un client. Le client ici, c'est votre navigateur, d'accord? Et le navigateur, c'est un programme qui demande un service, quelque chose, c'est-à-dire une page, à un autre programme. Cet autre programme, c'est le serveur web qui est quelque part sur une machine distante. Oui, donc il y a un client et un serveur. Le client, c'est un programme, le serveur, c'est un autre programme, d'accord, qui communique. Et donc, l'intérêt, justement, c'est de faire communiquer des programmes, etc. Et donc, il y a un peu connaissance un peu au niveau algorithmique, de programmation, etc. Et donc là, il y a plusieurs aspects à comprendre. Et le système lui-même, le réseau, on a subdivisé en plusieurs niveaux, plusieurs couches, pour simplifier sa compréhension, sa description et sa maintenance, etc. Et donc, c'est pourquoi donc, on a besoin d'un modèle de référence sous forme de couches, etc., qui va nous simplifier la compréhension de ce système complexe. Aussi pour garantir la pérennité du matériel. Parce que imaginez, il y a un problème au niveau ça c'est arrivé au début des réseaux, chaque constructeur qui خرج le réseau d'IL, l'architecture d'IL. Par exemple, IBM خرجوا واحد l'architecture ديالهم, d'accord? Digital, la même chose, خرجوا واحد l'architecture de réseau ديالهم. Cisco, la même chose. Intel, la même chose. Alors le problème, c'est que ces différentes architectures n'étaient pas interopérables. Autrement dit, un client X qui veut investir dans un réseau local. C'est arrivé surtout pour les réseaux locaux au départ. Donc, un client qui veut investir dans un réseau, pour l'installer dans son établissement. Alors, s'il achète, par exemple, s'il opte pour la solution, on va dire, de la société IBM, il va acheter son matériel de la société IBM. Si après, il veut faire des modifications dans son réseau, il est obligé d'aller vers le même constructeur, qui est IBM, malgré le fait que ce constructeur-là a des prix, par exemple, qui sont très, très hauts. Pourquoi? Parce que s'il change de constructeur, son matériel risque de ne plus fonctionner correctement. Il achète un matériel جديد من عند constructeur واحد آخر, هذاك الماتيريال يقدر يكون ماشي compatible مع le matériel اللي عنده déjà. D'accord? Donc ça pose un problème de communication. Donc le client,
il est condamné à faire quoi? À rester avec le même constructeur. Et là, vous voyez l'inconvénient de ça. Si vous voulez, ce qu'on appelle un monopole avec le constructeur qui يتحكم في هذاك le client comme il veut. خاصة شي حاجة le prix اللي يطلب له خصو يعطيه له. Et par conséquent, donc c'est pas bien. Donc pour protéger justement les clients, il faut une norme, il faut des normes. Et ces normes-là vont obliger les différents constructeurs à respecter un certain nombre de règles et donc rendre leur matériel interopérable, c'est communiquer bien. Et donc, moi, en tant que client, je ne suis pas obligé de rester avec le même constructeur. Les بان un prix intéressant, نمشي عنده. يمكن لي ندير دي ماتيريال مخلطين ناخذ شويه من هنا شويه من هنا على حساب le besoin, mon besoin et mes capacités de paiement, etc. D'accord? Mon pouvoir d'achat et ainsi de suite. Et donc, c'est ça l'intérêt d'une norme. Et puis, ça garantit aussi la pérennité du matériel parce que si un constructeur ne produit plus de matériel, avec le matériel je continue à l'utiliser jusqu'à ce qu'il ne soit plus fonctionnel avec d'autres matériels que je peux acheter après. Donc c'est ça en fait l'intérêt, on va dire, d'avoir un modèle de référence. Donc le modèle de référence, c'est le modèle OSI, Open System Interconnection. C'est l'interconnexion des systèmes ouverts. Et je vous avais expliqué avant, il y a un système ouvert. Qu'est-ce qu'on entend par système ouvert? Je me sens que c'est OSI, système interconnexion de systèmes ouverts. Ouvert dans quel sens? Et voilà, j'attends une réponse. Voilà, le nombre de participants n'est pas très. خصني نعاود ندير لابيل يمكن المرة الأخرى مدرتش لابيل هاد المرة شكون قلال شوية. On peut le simplifier. Simplifier quoi? Comment on peut le simplifier? Moi, je parle le terme système ouvert veut dire quoi? C'est-à-dire dans quel sens? En fait, c'est dans le sens que j'étais en train de raconter auparavant, en fait. C'est dans le sens, il n'appartient pas à une entreprise spéciale, c'est-à-dire il couvre tout le marché. Oui, c'est ça. Donc, plus ou moins, moi, c'est une des choses, effectivement. Système ouvert, c'est un système qui est interopérable. Il peut permettre l'interconnexion entre des systèmes qui sont hétérogènes. Ouvert, c'est un peu hétérogène, d'accord? On peut échanger des informations avec les autres, effectivement, équipements, etc. Donc, c'est ça ce qu'on veut dire par ouvert. Ouvert, c'est ouvert sur différents constructeurs, sur différentes architectures, etc. Et donc, il a été normalisé par l'ISO, qui est en fait l'organisme international de standardisation. D'accord? Donc, le modèle OSI se base sur plusieurs couches. Simple à vocation précise. Il y a le système qui est complexe, comme vous le savez, à chaque fois qu'il y a un système complexe, il faut le subdiviser pour mieux le maîtriser. Donc, comme on dit l'adage, diviser pour mieux régner. Donc, c'est ce qu'on fait ici. On subdivise ce système qui est complexe en plusieurs sous-systèmes. Donc, on va appeler des couches. Et chaque couche, il a ses propres vocations, etc., et ses propres tâches qu'on va attaquer toute seule. D'accord? Donc, ça permet de simplifier et la compréhension de ce système, de le comprendre plus facilement, mais aussi son implémentation pour les gens qui vont l'implémenter. Alors,
l'importance de la normalisation. Pourquoi on a besoin de normaliser? D'abord, fixer une terminologie unifiée. C'est-à-dire, ملي كنهضروا على couche, كلشي كيعرف شنو هي une couche. ملي كنهضروا على couche réseau, كلشي كيعرف شنو تنقصدوا couche réseau. ملي كنهضروا على un équipement particulier, تنقولوا un hub, راه كنعرف شنو هو un hub, un switch, etc. ماشي un équipement tout court. Au début des réseaux, quand un constructeur il construit un équipement pour faire des choses, mais sans que ça soit précis et clair. Que fait avec l'équipement exactement, et il opère à quel niveau, etc. C'est une cuisine interne du constructeur qui est libre. Alors que maintenant, les équipements, ils sont classés. Mais c'est un hub, alors tout le monde sait ce que fait un hub. Alors c'est un équipement d'interconnexion au niveau physique. Alors, bien sûr, je vous donne des exemples pour l'instant. Ici, un switch, c'est un équipement qui opère au niveau 2. Un routeur, c'est au niveau 3, etc. On fixe un petit peu les terminologies. Le protocole, le service, il a une définition précise, et ainsi de suite. Alors, définir les concepts de base, la notion de commutation, la notion de multiplexage, c'est des termes dans le jargon réseau qui ont des définitions précises et que tout le monde respecte. Garantir la qualité, d'accord, les services qui sont offerts, se détacher des constructeurs. C'est ne pas être dépendant. Au début, c'était ça. Il y a des entreprises qui ont fait beaucoup d'argent sur cette base-là. Ils vendent du matériel dans un premier temps à un prix qui est abordable, qui est rationnel, qui est logique. Et après, si vous voulez faire des modifications, vous voulez faire des extensions, là, vous voulez faire de la formation de personnel, etc., ils vous facturent des prix exorbitants parce que là, vous vous êtes engagé avec eux. دخلتي معاهم حصلتي معاهم خديتي الماتيريال ديالهم بغيتي يقول لك الا بغيتي هذه الحاجه غتخلص طون الوغ كنت شاريها بقال من هذاك الثمن بور لا موديفيي ولا لا مانتونير ولا la réparer en cas de panne, vous payez beaucoup plus. Donc ça, c'est du monopole, c'est injuste, donc c'est pourquoi il faut se détacher des constructeurs. Elle a dit que l'histoire des opérateurs téléphoniques. Aujourd'hui, Maroc Télécom, il faisait des prix incroyables pour faire un appel, vraiment, c'est pas donné à n'importe qui. Appeler quelqu'un au téléphone, c'est quelque chose de très cher au début. Mais une fois qu'on a vu apparaître d'autres opérateurs, comme Minitel dans un premier temps, puis oui, maintenant Orange à la place de Minitel, etc., vous êtes une concurrence entre les opérateurs où il y a indépendant plus ou moins des opérateurs. Mais je de l'opérateur, c'est très simple. Là où d'abord, moi qui dirais beaucoup d'efforts pour en fait minimiser les prix. Vous avez une concurrence bilaterale, vous avez même la possibilité de changer d'opérateur sans changer de numéro, par exemple. C'est parmi les moyens de protection des clients, des abonnés, etc. Donc là, dans le domaine des réseaux aussi, c'est un peu la même chose. Il faut essayer de se détacher. Donc avec la normalisation, on se détache du constructeur et aussi faciliter la gestion du réseau parce qu'on va le subdiviser en plusieurs parties. Donc, on va attaquer partie par partie. Alors, les normes et les standards, il y a plusieurs types de normes. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure des constructeurs, ce qu'on appelle les standards propriétaires. Pour moi, c'est des standards, mais appartenant à un constructeur particulier. D'accord? Donc, réservé par exemple, vous avez l'architecture SN, System Network Architecture, ou bien c'est l'architecture réseau d'IBM. Donc, vous mettez une architecture d'ILM. Vous avez par exemple l'architecture Network, qui en fait c'est l'architecture de la société Novell. Vous avez DECnet, qui existait un certain temps, le digital, etc. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les standards propriétaires, les constructeurs.
بعد كاين des normes jurées بحال l'OSI de l'ISO هادو sont indépendants des constructeurs par des organismes internationaux qui proposent ces architectures-là et normalement qui sont indépendants des différents constructeurs. Alors vous avez par exemple l'I3E. On va voir après, il va prendre les réseaux locaux en particulier parce que l'I3E surtout, il s'intéresse aux normes dans les réseaux locaux. C'est les deux couches les plus basses du modèle OSI. D'accord? Vous avez les normes 802 points quelque chose. Alors, sûrement, 802.11, les voix, liées à la norme. De quel réseau? Hein? La 802.11. Comme se mettre là ou là? Hein? 802.11. C'est le réseau Wi-Fi. C'est le Wi-Fi. 802.11. Alors, vous avez aussi le 802.3, c'est Ethernet. Voilà, donc quelqu'un qui vous dit. Oui, donc le 802.3, c'est Ethernet. 802.5, c'est Token Ring. Les deux réseaux dont j'ai parlé auparavant, les réseaux locaux dont j'ai parlé auparavant. Le point 16, c'est le WiMAX. Je ne sais pas si vous connaissez. Le 802.15, c'est tout ce qui est fait à plusieurs versions, c'est tout ce qui est réseau personnel, par exemple le Bluetooth, le Zigbee, le RFID, etc. C'est des normes 802.15 et ainsi de suite. Donc, I3E, c'est un organisme aussi de normalisation qui s'intéresse surtout aux réseaux locaux. Alors, vous avez X25, qui est une norme aussi, un protocole qui a été proposé par exemple par l'Union internationale des télécoms. L'ITU, le UIT, Telecom International Union, donc l'Union internationale des télécoms. Et vous avez aussi ce qu'on appelle des standards de facto, ou bien des standards de fait, qui se sont imposés. Au départ, c'était des propositions de constructeurs ou d'une communauté, par exemple, de chercheurs, etc., où ils ont connu un succès et ils se sont imposés sur le marché. D'accord? On les appelle les standards de fait. D'accord? Ils sont imposés. بحال TCP/IP, les protocoles de l'architecture qui est utilisé au niveau de l'Internet et le réseau Ethernet dont j'ai parlé auparavant. Donc Ethernet aussi, au départ, c'était un réseau proposé par 3 constructeurs qui sont Digital, Intel et Xerox. Mais après, c'est imposé comme un standard de fait. Donc il y a plusieurs types de normes. C'est ce qu'il faut retenir de ce slide-là. Des normes propriétaires, des normes jurées et des normes standards de fait. Alors ça, c'est des exemples d'organismes de normalisation. Vous avez des organismes internationaux, l'ISO, International Standard Organization, d'accord, qui est affilié à l'ONU. Vous avez l'UIT, l'ITU, donc c'est en fait l'Union internationale des télécoms. Vous avez des organismes régionaux pour une région, par exemple au niveau européen, au niveau américain, au niveau africain, etc. Et vous avez des organismes nationaux. Dans chaque pays, il y a un organisme qui s'occupe de la normalisation. Les États-Unis s'appelle ANSI, American National Standard Institute, l'Institut standard national de normalisation. D'accord? Américain. Vous avez l'AFNOR en France. D'accord? Vous avez la BIC, British Standard Institute, au niveau de la Grande-Bretagne, par exemple. Alors, au Maroc, avant, c'était un service qui dépendait du ministère de l'Industrie, du Commerce. Maintenant, il y a un institut à part entière qui s'appelle l'IMANOR. IMANOR, Institut marocain de normalisation, qui a été créé en 2011
et qui s'occupe de la normalisation, qui se trouve ici à Rabat, à Riyad. D'accord? Donc là, vous avez plusieurs, on va dire, organismes qui sont classés selon leur portée, soit internationale, soit régionale, soit nationale. D'accord? Alors, la nature des membres d'un organisme de normalisation. Un organisme de normalisation, c'est qu'on fait bien sûr des membres qui peuvent être des constructeurs, c'est-à-dire des entreprises qui construisent le matériel, des utilisateurs, ils peuvent faire partie des organismes de normalisation pour rapporter leurs expériences, des exploitants ou bien carrément des États, des pays, par exemple. Donc, vous avez les 3 E, avec les réseaux locaux, Institute of Electrical and Electronical Engineers, d'accord, c'est un institut où il y a des constructeurs, il y a des universitaires, et ils produisent surtout des normes dans le domaine de composants électroniques et électriques, mais aussi réseaux locaux qui nous intéressent. Alors, vous avez aussi le IA, TIA, etc. Vous avez l'IETF. L'IETF, IRTF, c'est dans le domaine d'Internet. C'est-à-dire, avec le cours TCP/IP. L'IETF, Internet Engineering ou de la Research Task Force. D'accord? C'est la task force qui produit des normes, soit à court terme, soit à moyen terme, dans le domaine des applications, du routage, d'adressage, sécurité, etc., pour l'Internet. D'accord? Donc, vous avez l'IETF, c'est le court terme, l'IRTF, c'est le long terme, c'est la recherche, etc., pour améliorer le réseau Internet. Donc voilà, on a fait un petit peu le tour des organismes de normalisation pour dire que dans ce domaine, la normalisation est importante. Parce que sinon, on va être dépendant des constructeurs, on ne va pas interopérer, on ne va pas permettre au matériel de différents constructeurs de communiquer, on ne va pas évoluer facilement, on ne va pas comprendre le système facilement, on ne peut pas l'enseigner facilement, etc. C'est pourquoi on a besoin justement des normes. Donc c'est ça ce qu'il faut retenir de cette partie-là. Bien, alors on joue d'abord pour parler justement du concept de structuration en couches. Le réseau. Un réseau, il est subdivisé en plusieurs couches. D'accord? Un réseau, il est subdivisé en plusieurs couches. Pourquoi? Pour justement simplifier sa compréhension et son évolution, son implémentation, etc. Les couches humaines, dans le slide suivant, il le montre, on va en parler. Pardon. Bien. Donc là, c'est les différentes couches. Mais pourquoi justement on a besoin de ces couches-là? On va prendre un exemple très simple. Donc un exemple, pour comprendre ça, imaginons qu'on veut faire communiquer deux personnes. D'accord? Prenons le cas d'un PDG, par exemple, d'une entreprise marocaine qui veut collaborer, qui veut rentrer dans des projets avec on va dire, un PDG d'une entreprise chinoise. Alors, avec les deux personnes, ils veulent communiquer. Alors, prenons d'abord avec le PDG marocain, il veut envoyer, par exemple, une lettre au PDG chinois pour lui proposer de collaborer sur des projets ensemble. Donc, il veut communiquer avec lui. Mais, bien sûr, il ne comprend pas sa langue. D'accord? Ni l'un ni l'autre ne comprend la langue de l'autre. Donc, voilà ce qu'il va faire, par exemple. Il va réfléchir, il va penser à des propositions, des idées de projet.
Donc, il va les proposer. Ben, il va appeler quelqu'un qui va lui faire la traduction. D'accord? C'est-à-dire que c'est une petite lettre, à la main, manuscrite, une sorte de brouillon. Il va faire appel à quelqu'un qui comprend, par exemple, le chinois ou là, une autre langue que l'Ahor peut comprendre, l'anglais ou peu importe. Donc, il va lui dire, j'ai besoin de traduire ces idées-là sous forme en chinois ou là en anglais. Donc, avec la personne, le traducteur, il va faire la traduction. Avec la traduction, une fois faite, on va prendre la lettre et la donner à qui? À une secrétaire. La secrétaire, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va la taper. Et il va la mettre en page, dire à la mise en page, etc. On va dire une langue. Il va appeler un coursier. Un coursier, tu vas dire, voilà la lettre, tu vas l'envoyer l'adresse. Bien sûr, l'adresse, il est spécifié sur le dos de la lettre, etc. Vous lui avez dit, c'est la poste. Donc, le coursier, il va prendre la lettre et il va aller vers la poste. Il va la déposer. Au niveau de la poste, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont faire le tri des lettres. Les gens qui jouent beaucoup de lettres, ils vont les trier par quoi? Par destination, par exemple. C'est-à-dire la Chine, c'est-à-dire l'Europe, c'est-à-dire les États-Unis, par exemple, l'Amérique, etc. C'est-à-dire local, au niveau national, c'est-à-dire international, il va partir ailleurs, etc. Donc, il y a un tri. Et puis après, qu'il y a les lettres de la Chine, qui diront pour les envoyer à la Chine. Alors, comment ils vont les envoyer maintenant à la Chine, en Chine? Donc, ils vont les envoyer soit sur un bateau, soit par avion, soit par autocar, puis après on prend le bateau, etc. Donc, il y a plusieurs moyens de transmission. D'accord? Donc, tout ça est fait ici. Après, la lettre, elle est envoyée. D'accord? Elle est envoyée, elle arrive en Chine. Alors, lorsque cette lettre arrive en Chine, elle va être triée de nouveau. Elle est reçue, les gens à la poste là-bas, ils vont trier, ils vont dire, voilà, Hadiratimchil, telle ville, Hadiratimchil, telle, etc. Et puis, après, on va envoyer tout ça, jusqu'à ce que la lettre arrive à la poste locale, puis de la poste locale vers l'entreprise en question. L'adresse d'ILHA est spécifiée dans la lettre qui a été envoyée par le PDG marocain. Alors, une fois arrivé, il va être reçu, récupéré par qui? Par le coursier de l'autre côté, de l'entreprise chinoise. Alors, celui-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va la donner à la secrétaire. La secrétaire, elle va la donner au PDG qui peut faire appel selon la langue avec laquelle elle est écrite. S'il est en chinois, donc il va la lire lui-même. S'il est en anglais, par exemple, parce que le PDG marocain n'a pas trouvé un traducteur, il ne veut pas, parce que c'est peut-être plus cher, etc. Il a traduit en anglais, donc l'autre, il va traduire de l'anglais vers le chinois. Donc il va faire appel aussi à un traducteur. Et puis il récupère le résultat de la lettre qui a été envoyée par le Maroc. Alors, vous voyez l'exemple il y a une certaine hiérarchisation des tâches. D'accord? On est parti de quoi? On est parti du PDG, par exemple, on va dire marocain. Là, j'ai changé l'exemple, là, c'est une communication téléphonique, mais là, j'ai donné un autre exemple plus parlant. Donc, lui, c'est l'utilisateur final qui utilise une application, c'est demander ou rentrer en collaboration avec quelqu'un, avec le PDG chinois. Alors après, lui, il demande un service à le PDG, à qui? À un traducteur. C'est le deuxième niveau. Vous voyez, on a le niveau applicatif. Donc, on a plusieurs niveaux. Les niveaux que je vous ai au sens réseau. Donc, le niveau applicatif, le PDG qui écrit sa lettre, le niveau présentation.
Alors, présentation, c'est c'est la couche présentation au niveau des réseaux qui s'occupe justement des aspects de traduction, de codage, etc., au niveau présentation. Donc, lui, le traducteur, il fait appel à qui appelle la lettre la secrétaire. La secrétaire, elle dit il a tapé la lettre, la mettre en page, etc. Et puis après, elle demande à un coursier qui est au bout de la chaîne, à l'extrémité d'envoi, qui va après transporter avec la lettre la poste. D'accord? Et puis après, la poste, on va la router, le routage, le niveau réseau. Dans la même ville, dans le même pays, au Maghreb, sur Rabat ou le Maghreb, ou là, on va un pays au niveau international. Après, elle est envoyée vers, on va dire, le poste d'envoi. Ça peut être le port, ça peut être l'aéroport, il a quand ça se par avion, il a quand ça se par bateau, il a quand ça se par un autre moyen. Et puis après, on va la mettre sur avec le moyen de transport. L'avion, il a quand ça se par avion, donc là c'est le support de transmission. D'accord? La lettre, elle est partie. On a les différentes couches, les différents niveaux. Là, tout le monde a une tâche. L'objectif est communiquer, faire communiquer les deux personnes. Mais il y a qui douze à travers plusieurs niveaux, plusieurs personnes, plusieurs couches. Au niveau réseau, on a des couches. Chaque couche a la tâche d'elle. Le coursier, ou la secrétaire, ou le traducteur, etc. Ou la poste. Et puis le moyen de transport, l'avion, le bateau. Alors, à la réception, qu'est-ce qui se passe? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer à la réception? مشات دابا لا لتر فيزيكمون هي مشات في الاول هادشي راه كان كيدار غير اون لوكال، من بعد دزنا لان نيفو اللي هو لو ريزو، من بعد دزنا للسيبور دو ترانسميسيون. دابا حنا on va faire l'opération شنو غنديرو دابا؟ c'est l'opération inverse. D'accord? L'opération inverse, ça veut dire quoi? Ça veut dire كنديرو العكس. كل نيفو عنده النيفو ايكيفالون ديالو. كتجي لا لتر، كنعاودو نديرو لو تري، كنعاودو نصيفطوها للبوست دونفوا، تنعاودو نصيفطوها لونتربريز اون بارتيكولير لادريس ديالها مكتوبه في هذيك لا لتر. بعد لو كورسيي لا ريكوبير كيعطيها لا سكرتير كتعطيها لان traducteur qui va la traduire s'il n'est pas traduite, et puis après on la passe au PDG chinois qui va récupérer l'information. Donc vous voyez, les deux personnes, elles ont communiqué. Logiquement, si on fait abstraction de les couches كاملين, le PDG marocain, il a communiqué avec le PDG chinois. Donc il y a une communication horizontale en quelque sorte. Mais réellement et physiquement, la communication est horizontale ou la verticale? Physiquement, la communication est verticalement. Voilà, les différentes couches, le niveau, le système, il y a deux systèmes qui ont communiqué. La machine qui est là, il y a le PDG marocain, et la machine qui est la Chine, ou le PDG chinois. On a des couches au niveau de la machine, on a des routeurs, etc. Chine, le réseau physique, ça peut être un câble support des réseaux qu'on va traverser, etc. Ou dans le sens inverse. Ce qu'on peut remarquer, il y a deux choses importantes, qu'il y a une communication horizontale entre des entités de même niveau. Le PDG communique avec le PDG, ou le traducteur communique avec le traducteur, ou la secrétaire avec la secrétaire, ou le coursier avec le coursier, etc. D'accord? Ou qu'il y a une communication verticale adjacente. La couche application, il a communiqué avec la couche présentation. Le PDG a dit à un traducteur, tu me traduis à là. Donc le traducteur, il a rendu un service le PDG. Le PDG, il a demandé un service à le traducteur. Il a dit, c'est la notion de service entre couches. Une couche, il demande un service à une autre couche, d'accord? Le traducteur, il a demandé les services de la secrétaire, pour taper la lettre, etc. Ou il a demandé le service le coursier, pour dire la poste, etc. Donc, vous voyez, une couche demande
un service à une couche qui lui est inférieure. Et une couche, il rend un service à une couche qui lui est supérieure. La secrétaire, il a rendu service le traducteur, il a rendu service le PDG. Ou le coursier, il a rendu service la secrétaire, et ainsi de suite. Donc une couche, il communique avec les couches adjacentes, les فوق منها ou les تحت منها. Une couche, il communique avec la couche les فوق منها ou les تحت منها. Avec la couche les تحت منها pour lui demander un service, ou avec la couche les فوق منها pour lui rendre un service. D'accord? Donc c'est ça le concept de couche. D'accord? كان ممكن دابا نشوفوا la chose autrement. كان ممكن شنو يدار؟ يعني يكون كان عندنا ان سيستيم مونوليتيك ما كايناش هاد لا نوسيون دو كوش غيكون ان سيستيم كومبلكس اللي اون بيرسون غيدير كلشي. تخيلوا معايا هاد لو بي دي جي ماروكان اش غيدير؟ سي لوي كي va écrire la lettre, c'est lui qui va la traduire, c'est lui qui va la transporter à la poste, c'est lui peut-être même qui va la transporter, d'accord, ou là l'envoyer par quelqu'un d'autre et laisser l'autre faire l'effort inverse. هو اللي غادي يمشي لا بوست pour la récupérer, ou le port, ou l'aéroport, etc. Et c'est lui qui va la traduire, غيحلها غيجبدها يدير لها لا ترادكسيون ومن بعد غيقراها. داكور؟ دونك كان ممكن كل واحد منهم يدير هذه الخدمه هما بجوج، ما يحتاجوش لهاد لي زوتر بيرسون اللي يعاونوهم في هذا لو ترافاي هذا. ولكن لانكونفينيون شنو هو؟ au lieu de se concentrer chacun sur la stratégie de l'entreprise, شنو خصو يدير etc. يضيع وقته في des tâches qui sont de niveau inférieur بالنسبه ليه هو. لا ترادكسيون ماشي شغله، في لا ترادكسيون ماشي شغله يمشي لابوست، كاين اللي يمشي لابوست، كاين لو كورسي ويخلص etc. ويل في سون ترافاي حسن. وكل واحد il se concentre sur son travail pour le faire correctement. ولا يهز كاع لا لتر ودير الديبلاسمون حتى لاشين ça va lui prendre plusieurs jours et plusieurs peut-être semaines ou avec des coûts exorbitants خصو ياخذ طياره خصو etc. ويضيع الوقت ولي باش يدير حوايج اخرى بلوز انتريسونت في لونتربريز ديالو كيدير هو الخدمه الاخرى. Donc vous voyez, donc c'est ça l'intérêt de subdiviser un système, un réseau en plusieurs couches. Comme ça, chaque couche s'occupe d'une partie des tâches à laquelle il est dédié, d'accord, et qu'elle fait d'une manière efficace. لأنه واخا يكون هو بي دي جي راه ما هذيك لا سكرتير غتكون حسن منه في ليكريتور وفي الميزون باج، ماشي وقتو ما عندوش هو الوقت يتعلم les logiciels de mise en page, le Word, l'Excel, et l'Akhiré. Donc, oui, il fait autre chose, peut-être, dans laquelle il est plus efficace. Oui, même la stratégie de l'entreprise, les projets, c'est pas son travail. Le cours, c'est la même chose. Et ainsi de suite. Donc, elle dit à la notion de couche ou l'intérêt d'IA. Là, on a un exemple, mais on a fait l'analogie, le parallèle avec, bien sûr, les couches d'un réseau. Alors, j'espère que l'exemple vous rapproche un petit peu de l'intérêt des couches, d'accord, et du rôle de chaque couche. Alors maintenant, on revient sur, après cet exemple, on revient sur le modèle OSI. D'accord, le modèle OSI, c'est un modèle à 7 couches. D'accord. Alors, pourquoi un modèle couche? Pour les raisons que je viens qu'on peut déduire d'ailleurs de l'exemple précédent que je viens d'expliquer, mais là on résume un petit peu ces différents points. D'abord, ça réduit la complexité. D'accord, un système monolithique sans couche, ça va être un système très complexe. Et à chaque fois qu'il y a un petit changement, ça remet en cause le système en entier. D'accord. Alors, ça standardise les interfaces. Si vous voulez, on a chaque couche, il communique avec une autre couche, avec un certain nombre d'interfaces qui sont standardisées, معروفين, etc. بحال في la programmation, par exemple, lorsque vous programmez, vous écrivez un programme en VRAC, plutôt que vous écrivez des classes ou des fonctions indépendantes, etc. Mais si il y a un changement, ou il y a un problème, on va aller vers la fonction où il y a le problème. Si la fonction fait une erreur,
غادي نمشي لهذيك لا فونكسيون هي اللي غنموديفي فيها، ما نلقيتش البروغرام لو ريست دو بروغرام، لان كلشي داكشي الاخر إلي تيستي وخدام مزيان. زدت انا واحد لا فونكسيون دارت ليا مشكل، دونك هي اللي خصني نمشي ليها بوحدها. D'accord, j'attaque la couche où il y a le problème. Et lorsqu'on veut concevoir aussi, c'est plus simple de concevoir partie par partie la notion. Donc, la facilite la conception au niveau des couches. Assure l'interopérabilité. Les constructeurs, ils vont respecter tous le modèle. Et donc, par conséquent, كلهم غيتفقوا على un même langage. Communiquer au B, donc on n'a plus besoin, ou là on peut toujours communiquer. Ça accélère l'évolution parce qu'on peut faire des modifications sans toucher l'ensemble. Par exemple, vous avez un réseau qui utilise comme câble le câble coaxial. D'accord? Un câble coaxial, si on passe à une paire torsadée, d'accord? Si on passe à une paire torsadée, ça, Ziad, laisse-moi, je travaille. Très bien. Alors, si on passe à un autre support de communication, au lieu du câble coaxial, on utilise la paire torsadée. Qu'est-ce qui va changer ici? Rien ne va changer. La couche application, présentation, session, transport, rien ne change. La seule couche qui est touchée, c'est la couche physique. C'est au niveau physique qu'il va y avoir un changement. Vous voyez l'intérêt. Donc là, il est le support, les connecteurs, qui est en relation avec le support physique. La seule couche qui communique avec le support, il y a la couche physique. C'est la seule couche qui est touchée. D'accord? Vous modifiez, vous ajoutez une fonction, ou là, vous modifiez une fonction et il y a eu un problème, alors c'est la seule. Il faut donc voir avec la fonction qu'il faut corriger ou la modifier, etc. Donc là, c'est un peu la même chose. Donc ça accélère l'évolution. Les deuxième technologie, mais la conception du système ou l'implémentation du système Camel, les parties qui ont été touchées par cette évolution et on les modifie et on les fait évoluer aussi. Et ça simplifie bien sûr l'apprentissage. Un système comme ça, c'est ce qu'on est en train de faire d'abord. On est en train de comprendre le concept de réseau, le concept de couche. Donc là, on va attaquer couche par couche. Donc on va expliquer d'une manière simple le rôle de chacune de ces couches-là. Donc ça simplifie un petit peu l'apprentissage, l'enseignement, etc., ou l'apprentissage des réseaux, mais aussi la mise en œuvre, l'implémentation. Quelqu'un qui veut programmer, qui veut implémenter une architecture d'un réseau, ça va être plus simple lorsqu'il a des couches, parce qu'il va attaquer et il va programmer partie par partie. Les choses qu'il va faire d'une manière physique, et il va les faire physiquement, de manière câblée, etc. Et le reste, il va le faire d'une manière logique, c'est-à-dire c'est des algorithmes, c'est des programmes, etc. Alors, le modèle OSI, c'est un modèle à 7 couches. Il est basé sur 7 couches. La plus haute, c'est la couche application. Et la plus basse, c'est la couche physique. La couche application, il y a le Fokania, couche application en relation directe, disons directe, avec l'utilisateur final. Parce qu'un utilisateur dans un réseau, en tant qu'utilisateur, en tant qu'être humain, vous voulez utiliser le réseau. Dans la réalité, qu'est-ce que vous utilisez? Vous utilisez une application. Voilà. Vous utilisez donc une application. Et cette application, il vous donne accès au réseau, mais sans voir les détails. Le routage, etc. Le PDG, ماشي شغله لا lettre واش داوها في طياره بوينغ 747 ولا ايرباص ولا مشات في الباطو ولا اتسيتيرا، ماشي شغله هذاك الشيء. كيفاش مشات سي با سون بروبليم، هو كاين هذا لو نيفو، هذاك الشيء كيوقع في هذا لو نيفو، سي با سون بروبليم. الوغ لو كورسيي اللي دا ليه لا lettre من لونتربريز لا بوست واش مشى على رجليه ولا في اون بيسيكليت ولا في اون موطو ولا بار بوس ولا بار تاكسي، c'est pas son problème. هذاك il peut faire ce qu'il veut. D'habitude كيمشي على une motocyclette,
مثلا خسرات له داك النهار ومشى في الطاكسي ما عنده حتى علاقه مع لو بي دي جي بالنسبه له راه لا ليتر وصلات باش دا هذاك لو كورسيي سي با سون بروبليم داكور دونك vous voyez donc la notion de couche c'est ça l'intérêt donc vous avez la couche la plus basse c'est la couche physique qui s'occupe du transmission du signal sur le support chaque couche fournit des services à la couche supérieure vous vous rappelez tout à l'heure ce que j'ai dit une couche elle communique avec deux couches adjacentes celle qui lui est supérieure et celle qui lui est inférieure هذيك اللي فوق منها وهذيك اللي تحت منها d'accord et on parle de notion de service donc une couche elle rend un service à la couche supérieure et il utilise les services de la couche qui lui est inférieure d'accord donc il fournit des services à la couche supérieure et il utilise des services de la couche inférieure les données transférées par les services on les appelle des SDU Service Data Unit يعني ديك l'information les données اللي كتعطي une couche لune couche لأن une couche lorsqu'il veut demander quelque chose à une autre couche كتعطيها un ensemble de données et de commandes etc كتقول لها voilà donc هادوك les données qui sont échangées يتسماو des services data unit d'accord le PDG عطى ورقة لهذاك لو traducteur قال له tu me traduis ça هذاك الورقة هي ال SDU وهذاك شدها il a fait la traduction شدها زاد عليها لا traduction عطاها لا secrétaire لا secrétaire شداتها شنو دارت ليه دارتها في une enveloppe وطابتها déjà etc donc chacun il donne des données à l'autre donc on appelle ça service data unit SDU alors échange d'informations suivant un protocole avec des entités distantes de même niveau donc حنا شفنا في les deux systèmes le PDG هضر مع le PDG هما une communication entre eux en respectant un protocole le protocole هو هادشي اللي قلنا d'accord les règles l'ensemble des règles pour communiquer غيكتب له une lettre غيدير فيها السميه ديالو غيدير فيها un certain nombre de les objectifs ديال البروجي etc اللي غيكونيكي معاه donc traducteur بحال il communique avec le traducteur donc une couche il communique avec la couche équivalente de l'autre système bien sûr une communication logique ماشي directe هنا d'accord la seule couche qui communique de manière physique مع la couche الاخرى هي la couche physique la couche physique لتحت هنا كتصيفط sur un support la couche physique équivalente de l'autre système donc هادو ils sont reliés directement à les deux couches mais le reste c'est une communication logique الكرسي مع الكرسي ما شافوا ما عرفوا ما حتى حاجه ولكن هذاك دار الخدمه الاخر دار العكس ديالها هذاك مشى دار لا ليتر لا بوست هذاك خدا لا ليتر من لا بوست لونتربريز دونك لو سونس انفيرس دونك لا سكرتير هنا شدات لا ليتر دارتها في اون انفلوب وكتبات فيها لادريس ودارت التامبر ايتترا الاخرى دارت العكس حلات l'enveloppe وجبدات la lettre, etc. باش تعطيها le traducteur et ainsi de suite. Donc, il y a un échange d'informations entre des couches de même niveau. Deux systèmes différents. Le système émetteur ou le système récepteur. On parle là de protocole. Le niveau N. N, c'est un niveau. Ça peut être le niveau 1, physique, ou le 2, ou le 3, ou le 4, ou le 7, applicatif. D'accord ? Les données transférées par ce protocole s'appellent des PDU. Donc, les données entre des couches distantes de même niveau, la PDU, Protocol Data Unit. Mais des données entre des couches adjacentes, le même système, la Service Data Unit. Donc, des unités de données de service. Alors, une couche, il peut être aussi bien matériel que logiciel. Alors, matériel que logiciel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et ça c'est principalement pour matériel, c'est surtout pour les couches les plus basses, hein, c'est surtout la couche physique. Alors, au niveau physique, si je reviens là de le schéma, et non, on peut implémenter la couche sous forme de circuit. D'accord? C'est des connecteurs, c'est des câbles, c'est des
circuits qui permettent de contrôler, par exemple, la réception ou la détecter des bits sur le support, etc. Donc, c'est du matériel électronique, donc c'est un peu physique. ولكن ملي كنهضروا مثلا في لو نيفو ابليكاتيف لا بريزونطاسيون ولا هذا c'est des algorithmes, d'accord. Donc il y a, comme je disais tout à l'heure, vous avez un client de messagerie ou un client web, un navigateur, c'est un programme. Ou le serveur web, c'est un programme. Le programme qui صيفط un message à un autre programme pour lui demander de lui envoyer une page web مثلا. Et donc le serveur web qui صيفط هذيك la page web, le client qui l'a demandé, le navigateur de l'utilisateur. D'accord. Donc une couche peut être implémentée de façon matérielle ou là logicielle. Donc les deux sont possibles. Voilà que la plupart du temps c'est logiciel, sauf pour la couche la plus basse ou la couche physique avec une partie de la couche liaison de données, la couche 2. Donc la couche physique ou on va dire une partie de la couche liaison de données. Parce que les 7 couches اللي عندنا هما هادو physical data link ou la liaison network اللي هي le réseau de transport, session, présentation et application. La couche physique et la couche liaison de données, une partie منها, peuvent être implémentées de façon matérielle. Les autres couches, en général, c'est logiciel, c'est des algorithmes, c'est des programmes. Alors, donc les couches, voilà. D'accord. La communication entre couches adjacentes, les relations entre couches adjacentes, couche N et couche N-1 d'un même système. D'accord. Donc, on a la notion de couche adjacente, c'est-à-dire qu'ils appartiennent au même système et ils sont directement liés. Une couche avec la couche اللي تحت منها أو اللي فوق منها. Une interface entre couches qui décrit comment accéder au service offert par une couche. Il y a un certain nombre de points d'accès du service, d'accord, est défini par un ensemble de primitives de service. Les protocoles, des exemples de protocoles. La notion de primitive de service. Il y a une couche, mais la couche un service qui est sous forme d'une fonction. Envoyez-moi ces données, par exemple, send. Ou les receive, lorsque je reçois des données une couche. Ou là, je peux dire arrêter l'envoi, réinitialiser la connexion. C'est des primitives, c'est des fonctions, en fait. On va donner des exemples, d'ailleurs, en chauffant même le code dialogue. D'accord. Donc, il est défini par un ensemble de primitives de services, des fonctions, des appels système. La réalisation des services se fait par un ensemble d'entités qui peuvent être bien sûr matérielles ou logicielles, comme on a dit auparavant. L'accès au service se fait via des points d'accès. Donc, il y a des points d'accès, ce qu'on appelle SAP, Service Access Point, la prise téléphonique et le point d'accès au service téléphonique, par exemple. Un point d'accès, c'est là où je peux avoir le service. Prise du téléphone, prise du réseau, il fait un câble RJ45, ça c'est le point d'accès au réseau, d'un point de vue physique et matériel. Les le câble du réseau RJ45, quand tu branches prise, alors là tu as accédé avec le point d'accès du service réseau. Mais ça peut être un point d'accès logique, mais chez Darori, une prise téléphonique ou une prise de réseau, etc. Ça peut être aussi un point d'accès logique, comme par exemple un numéro de port. Alors, par exemple, là, on a le protocole TCP. Je ne sais pas si vous connaissez. Donc, protocole TCP, dit le TCP/IP. Chaque application, le GNL, c'est pas le protocole, c'est le modèle OSI. Le modèle TCP/IP fait rire 5 couches.
Alors, on a une application pour accéder à, on va dire, une couche. Pour accéder à une application, il va accéder à cette application avec un numéro de port particulier. Chaque application a un numéro de port d'IEL. D'accord? Par exemple, le service web. L'application service web, le numéro de port d'IELA, c'est le port 80. Transfert du fichier, c'est 2021. Telnet ou la SSH ou le service DNS, c'est 50. Chaque application a un numéro de port qui nous permet de communiquer avec cette application. Et pour vous donner une idée de ce que c'est que, par exemple, le protocole HTTP, c'est le numéro de port, c'est 80 pour accéder au protocole HTTP. Alors, il y a une question ici, monsieur, y a-t-il des données qui sont SDU et PDU en même temps? Non. La SDU, c'est une communication verticale entre couches adjacentes. La PDU, c'est une communication horizontale. Il y a la logique, mais horizontale. Qu'il y a entre les deux. D'ailleurs, on va donner des exemples plus concrets, mais tu vas comprendre la différence. Alors justement, ça, c'est les différentes primitives qu'on peut avoir entre deux couches adjacentes, les différents types de primitives du service. Qu'il y a request, qu'il y a indication, qu'il y a response, qu'il y a config. Alors, request, c'est une demande d'activation d'un service. D'accord? Indication, ça indique. Peut-être le fait de voir ça sur un schéma, ça serait plus intéressant. C'est pas grave. Donc, je vais donner leur nom seulement. Ou la prochaine fois, peut-être, un schéma et on va essayer d'expliquer ça d'une manière plus claire. Donc, ça, c'est les primitives du service. Une couche, par exemple, la couche 4, la couche 3. Si tu dis, je veux demander l'envoi, je veux envoyer des données. Donc, c'est un request. C'est une demande. De l'autre côté, la couche 3, la couche 4 équivalente, كتقول لها راه وصلوك des données même la couche 4 les صيفطات. Donc c'est une indication. Ou il peut faire une réponse. كتصيفط la réponse والأخرى il confirme. Une confirmation. D'accord? Donc هادو هما les primitives où chaque primitive عندها le service demandé. Par exemple request c'est une demande. Demande de quoi? Par exemple de connexion. Qui le demande? La couche N. N c'est la couche qui demande le service. Par exemple, n.connect.request, c'est-à-dire c'est une fonction qui est implémentée sur la couche, d'accord, pour demander une connexion à une couche distante, de même niveau. Elle dit n, donc ça te من n. Le réseau, le réseau, le transport, le transport, etc. Vous voyez? Donc c'est comme ça. On va des exemples de primitives après. Bien sûr, il y a la fonction lui passe un certain nombre. Une fonction au sens programmation. Hein. Un certain nombre de paramètres, parmi lesquels les adresses sources et destinations. Il y a l'adresse source de l'émetteur, l'adresse destination, le récepteur. D'accord? On peut ajouter d'autres paramètres, tels que des paramètres de qualité de service, ou brina rapidité, ou la fiabilité, ou la dial l'envoi. Une lettre, l'argent le PDG, يقدر يصيفط une lettre express بغيت هاد البرا توصل بالزربه دونك غتمشي باغ افيون بغيتها ماشي ضروري توصل بالزربه ولكن بغيتها تكون سور une lettre recommandée بحال مثلا في lettre recommandée كتقول لهم خصها افيك اكوزي تيمشي هذاك اللي يديها وكيا لاكوزي كوم كوا راه وصلات للسيد لان اون lettre تقدر تصيفطها وما توصلش بيرسون نو تانفورم alors que الا بغيتيها توصل وتاكد منها خصك تصيفطها recommandée d'accord. Donc, tout ça, on va en parler la prochaine fois, mais moi, je vais, cette fois-ci, faire l'appel. Parce que il n'y a pas de... Il y a beaucoup de monde qui sont pas connectés ou là qui sont partis.
خصني مرة ندير لابيل باش نزيروهم شي شوية، واخا هو سي ان بو لون، ولكن ولا بلاش كاع حتى المرة الجاية نديرو لابيل الأول. Bien, alors est-ce qu'il y a des questions pour les gens qui sont toujours avec nous et qui suivent? Oui? Alors est-ce qu'il y a des questions? Non? Très bien, donc on continue la prochaine fois. Donc bon courage et à la prochaine, à jeudi.